Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Mayanne, du compte À Pas de Moi, est maman de 2 enfants. Ses expériences d'allaitement ont été pour elle une révélation et ses vies personnelles et professionnelles en ont été transformées. Mayanne est aujourd'hui facilitatrice d'allaitement, c'est-à-dire qu'elle accompagne des familles et les oriente correctement vers des professionnels formés en allaitement. Elle va vous confier, avec sincérité et beaucoup d'humour, son histoire, depuis son premier accouchement jusqu'à l'allaitement de ses bambins. Allaitement qui, somme toute, après des débuts rocambolesques, se sont déroulés plutôt facilement. Laissez-vous porter par ce bout de femme et son énergie débordante, le long du fleuve, comme elle l'appelle, de ses allaitements. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Mayanne, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte, merci de m'accueillir. Mais de rien, Mayanne, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas déjà ? Mais bien sûr, alors moi je suis Mayanne du compte À Pas de Moi, mais surtout de la chaîne YouTube À Pas de Moi, parce qu'à la base je suis pas forcément Instagrammeuse, je suis YouTubeuse. Ok. Et c'est une chaîne YouTube, en fait c'est la première chaîne francophone sur l'allaitement maternel et la lactation humaine. C'est une chaîne de vulgarisation, alors entre parenthèses de simplification, d'informations Ouais. autour de la lactation humaine et de l'allaitement maternel. Oui, le mot vulgarisation peut être connoté un peu négativement, mais pas du tout quand on parle de choses médicales. C'est plutôt une qualité de savoir vulgariser des connaissances dans un domaine pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. C'est plutôt une qualité normalement. Ok, Mayanne, tu as des enfants. Est-ce que tu les allaites ? Alors, j'en ai 2 et j'allaite encore les 2, qui ont 5 et 3 ans. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors dans la vie, je suis ce qu'on appelle, pour rigoler dans le jargon, je suis ce qu'on appelle une slasheuse. C'est-à-dire que je suis quelque chose, slash quelque chose, slash quelque chose. Ah d'accord. Donc Je à la croyais que c'était base, un vrai mot. non, non, en fait, c'est parce que c'est les gens qui ont des multicasquettes et donc on les appelle des slasheurs et en fait, moi à la base, donc j'ai, la chaîne YouTube sur laquelle je vulgarise de l'information. Je suis créatrice de bijoux en lait maternel. Je suis Mhm. créatrice de vêtements d'allaitement, de pins d'allaitement. Après, en termes de, on va dire, professionnel pur et dur, voilà. Après, je suis en cours de certification d'accompagnante BN, donc Biological Nurturing. Je suis en train de la finir. Voilà, je fais pas mal de choses aussi engagées autour de l'allaitement dans des associations, etc. Je suis actrice du réseau périnatalité de ma région. Donc voilà, je fais pas mal de choses. Après, en termes de métier pur et dur, je suis créatrice de bijoux en lait maternel, de vêtements d'allaitement et de pins. Et bien sûr, je suis youtubeuse. Ok, en effet, ça fait beaucoup de slash. Super. Mayanne, raconte-nous tes expériences d'allaitement. C'était quoi ? Avant d'allaiter, est-ce que tu avais une idée de ce que c'était que l'allaitement ? Est-ce que tu t'étais rencardée sur le sujet ? Est-ce que tu avais des a priori ? Comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée dans le monde de l'allaitement ? Alors, l'arrivée dans le monde de l'allaitement, c'est très flou. Et avec mon mari, on n'a pas la même vision. C'est-à-dire que moi, régulièrement, il me rappelle, il me dit: «Mais si, rappelle-toi, on voulait donner un biberon comme tout le monde» et à chaque fois, je le regarde avec des yeux gros comme des billes, je lui dis: «Mais ne moi, donner un biberon, mais n'importe quoi, quoi». Genre, en fait, c'est tellement imprégné maintenant que je me souviens même pas de cet épisode-là, quoi. C'est assez fou. Et je me souviens qu'en fait alors nous, on est très détendus du slip, hein, ou du soutif, hein, donc on n'avait pas d'idée précise. On n'avait pas d'envie particulière.
Je crois qu'on a pris un rendez-vous à la maternité avec l'accompagnante en lactation qu'on a ici, qui a un diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel, qui est sage-femme. Et je crois que je lui ai posé des questions dont je ne me suis absolument jamais servie, c'est-à-dire la conservation du lait, comment tirer son lait, enfin des questions. Mais aujourd'hui, je me dis, mais d'où tu poses ces questions quand tu sais pas si tu vas allaiter ou pas? C'est pas les premières questions, enfin, c'est pas les premières infos que tu devrais avoir, en fait. Mais bon, elle est très gentiment, elle est partie de nos questions pour nous répondre, quoi, tu vois. Elle n'a pas cherché à influencer plus que ça d'un côté, de l'autre. Elle a répondu très calmement. En plus, ça a permis effectivement d'avoir un contact avec qui maintenant je travaille en plus en étroite collaboration parce que j'interviens aussi, entre autres, à la maternité de ma ville. Donc du coup, j'ai des contacts réguliers, etc. Et effectivement, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, c'est pas grave, moi je réponds, le tout c'est que les parents en face sachent qu'il y a un acteur, et puis au final, au moment où ils s'y mettent, s'ils ont besoin, ils reviennent me voir vraiment plus concrètement, quoi. Voilà, on y est un petit peu parti, comme je dirais, les mains dans les poches, le bébé dans le placenta. On verra bien ce qui se passe. Voilà, vaille que vaille. Et puis en fin de compte, l'allaitement, ça a été une histoire un peu particulière, puisque donc, pour mon premier enfant, j'ai eu une césarienne d'urgence. Mais j'ai fait un burn-out, en fait. D'accord. Donc j'ai eu un. J'aurais pu avoir un accouchement voix basse, tout était ouvert comme qu'il faut, hein, tout était nickel. Sauf que moi, pour imager, comme m'avaient dit les sages-femmes, mon fils était resté en hauteur tel un bébé de 1 mois, en fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas descendu, alors que le col avait bougé, tout ça. Lui, il avait la tête en bas, tout ça, mais était en fait coincé. Bon, il s'avère qu'il avait le cordon coincé autour du cou et qu'en fait, il n'aurait pas pu descendre de toute façon. Donc, dilatation, tout ça, tout va bien. Bon, j'avais demandé la péri à l'époque, j'aurais su, j'aurais pas demandé, mais bref. J'avais demandé la péri, tout se passait bien, et puis à un moment donné, ça se passe plus très bien. Mon fils fait d'énormes écarts, mais quand je dis des énormes écarts, c'est vraiment très Mhm. grand, au niveau cardiaque. Moi, bon, j'ai la péri, donc je suis un peu shootée, si tu veux, ok, je déconne et tout. Et puis, je vois que les sages-femmes, quand même, enfin, non, moi, je percute pas. En fait, je percute dans les yeux de mon compagnon, parce qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit. Donc, autant te dire que nous, la conversation non verbale, elle est hyper T'as vu fastoche la pour eux. frayeur dans ses yeux? Ouais, c'est ça, mais sans trop comprendre. J'étais shootée quelque part, donc sans trop comprendre, si tu veux. Et puis, à un moment donné, elle dit, bon, je perce la poche des os, parce que, bon, ça veut pas, on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça. Elle perce la poche des os, déjà, elle fait la grimace, et puis, je la vois dire à sa collègue, le liquide est teinté quand même, hein. Elle n'a pas très rassurée, quand même, la madame. On rappelle juste que quand le liquide est teinté, en fait, lors d'un accouchement, ça veut dire que le bébé a émis ses premières selles dans le liquide, et donc en fait, c'est un signe de souffrance du bébé. Et donc, on le laisse pas des C'est plombes ça, comme ça. exactement. Voilà, donc de là, elle me dit, je vais vous injecter de l'ocytocine de synthèse, histoire d'accélérer, etc. Donc on y va. Et puis, le bébé, moi, bien, voilà, toutes les voies étaient ouvertes, mais toujours pas de bébé à l'horizon, quoi. Enfin, et pourtant, les contractions étaient là, ça y allait, il y avait tout, hein, mais pas de bébé à l'horizon. Et puis là, en plaisantant, elle me dit, bon, je vais vous préparer pour la césarienne d'urgence. Des fois, ça fait venir le bébé, tu vois. Bon, moi, détendu du pied. Ah oui, allez-y, complètement, pas de souci. Allez, on y va. Ça vient toujours pas, donc là, appel du gynécologue de garde, hein, de toute façon, voilà, il fallait y aller, quoi. Le gynécologue passe la porte, et moi, je le regarde, je fais, je suis prête, docteur, on peut y aller. Mais vraiment, mais d'un détendu, tu te dis, la meuf, c'est pas possible qu'elle ait une césarienne d'urgence, tu vois, c'est pas possible qu'elle connecte la gravité du moment, tu vois. Et en fait, c'est quand on est passé dans la salle d'urgence, où du coup, comme c'est une césarienne d'urgence, j'ai été séparée de mon Mhm. compagnon. Là, ça a commencé un peu à plus très bien aller. Et c'est au moment où j'ai entendu scalpel, où alors là, c'est simple. Je pense que ma rationalité s'est barrée à Tahiti avec le bikini et m'a laissé en plan sur la table de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu dissociation de la personne, quoi. Au moment où j'ai entendu scalpel, c'était foutu. Enfin, il y avait plus. Je tremblais, mais alors comme une tarée sur la table, ils ont dû me mettre deux, Des couvertures. deux couvertures chaudes, si tu veux, réchauffantes, là, alors qu'il faisait bon en plus dans la salle, hein. J'avais plus personne. La gentille anesthésiste qui nous avait fait la misère parce qu'elle voulait pas que mon mari reste pour la péri, me dit ah mais moi je suis là, etc. Sauf que dans ma tête c'était en fait toi et moi on n'est pas copines depuis le départ, donc j'en ai rien à foutre de ta gueule. Voilà, donc ça ne m'a pas du tout rassurée, si tu veux. Et puis je les entendais effectivement, et alors dans ma tête pendant tout le truc c'était n'oubliez pas une compresse, n'oubliez pas une compresse. Je ne sais pas pourquoi j'étais focalisée sur le fait qu'on oublie une compresse, mais tu sais quand t'as plus de Ah non, là, c'est rationalité, de foutu, toute là. Ouais, façon il y a rien qui est cohérent. c'est les croyances qui prennent le dessus. Et donc, ce bébé sort par césarienne.
Vous êtes séparés du coup, dans un premier temps? Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils le sortent. La sage-femme me le montre, mais alors elle le tient. C'est-à-dire que pour donner une image quand même un peu visuelle, c'est-à-dire qu'elle a le corps dans les mains, mais le cou est coincé dans l'angle de l'index et Mhm. du pouce, donc ça lui fait une tête qui pend, et il est bleu. Donc en fait, dans ma tête, ça a été, elle me le présente, elle me fait: «Oh, c'est un joli petit garçon!» Et moi, je l'ai regardé, je fais: «Mais cassez-vous!» Et mais comme ça, en fait, du tac au tac. Parce qu'en fait, ma seule idée, c'était, mais en fait, traduction, c'était: allez le faire respirer et venez me le montrer après. Mais me montre pas un truc bleu. Et en plus, dans ma tête, c'était un truc, c'est-à-dire que c'était même pas mon bébé. Il me l'avait, enfin, ça avait tellement été, je te dis, ma rationalité, c'était tellement barré que pour moi, on avait arraché un truc de mon corps, et c'est vraiment ce mot-là, et on me présentait un espèce de chiffon bleu qui respire pas, et elle me dit: «Oh, le beau bébé, c'est un garçon!» Mais casse-toi! Va faire respirer mon gosse, tu reviendras après quand il sera rose et tu crieras, je veux dire, à un moment donné. J'ai une rationalité. Fais en sorte que ce soit rationnel pour moi, tu vois? Et en fait, la pauvre quand même, parce que je pense qu'elle doit avoir l'habitude, donc elle me dit: «Ah, mais oui», très gentille, très souriante: «J'y vais, ne vous inquiétez pas», et cetera. J'ai même pas entendu «ne vous inquiétez pas». Et puis, elle ouvre la porte, 21h11. Je sais exactement à quelle heure est né mon fils, l'horloge était en face. De là, eux, ils s'occupent de moi en bas, et puis j'entends le gynéco qui me dit: «Ah, vous l'entendez? Ça y est, il crie!» Et alors là, double dose déjà que j'avais plus de rationalité, je pense que je n'avais plus de mental. Enfin, ouais, l'hystérique. Parce que dans ma tête, ça a été: oh mon Dieu, je suis une mauvaise mère, je ne l'entends pas. Moi, je ne l'entendais pas, en fait. Je n'entendais pas mon fils crier de l'autre côté. Et pourtant, apparemment, tout le monde l'entendait. Tout le monde a fait, on a senti dans la salle, tu sais, un espèce de gros soulagement. Il y a une espèce de tension qui est descendue. Et moi, en fait, je ne l'entendais pas. Et je tremblais tellement sur la table qu'il y avait un interne avec mon gynéco qui était adorable. Elle est venue me voir le lendemain. Elle me dit: c'est la première fois que je dois m'asseoir sur une maman pour la recoudre. Eh ouais. Et là, tu prends conscience du truc. Tu te dis: Ah, ah, t'étais dans le pâté là. t'as- L'esprit était parti. ah non, mais il y avait plus personne. Non, non, mais il y avait plus personne là où j'étais. C'était le désert. Tu vois une boule, tu sais, qui s'ouvre dans Mm. les films dans le désert. Je pense que mon Ouais. cerveau, c'était ça. Et alors, c'est horrible parce que tu te sens pas mère tout de suite. Enfin, je vais y revenir. Donc, ils sortent le bébé, ils lui font les soins, etc. Et effectivement, il fait le pot à pot au début avec mon mari. Je l'ai pas tout de suite parce qu'il faut le temps qu'il te. Même, je l'ai eu très rapidement, hein, mais bon, le temps qu'il referme, qu'il te check, etc. quand même. Donc, ça a peut-être mis. Oh, j'ai pas eu les 2 heures, hein, de séparation parce que ici, ils font en sorte, quand c'est des césariennes d'urgence et que le bébé Mhm. finalement derrière, ça va, de vite ramener bébé à la maman justement. Et donc, je pense pas que ça ait duré des heures et des heures. Moi, je m'en souviens pas. La seule chose que je me souviens, c'est que je me suis retrouvée dans cette salle qui, pour moi, m'a paru un temps mais atroce. En fait, moi, la seule chose que j'ai demandé pendant toute l'opération, c'était mon mari, hein. Tel un enfant qui demande son doudou. Moi, je répétais: je veux mon mari, je veux mon mari, je veux mon mari, je veux mon mari, à peu près toutes les 5 secondes, je pense. Et en plus, quand je l'ai, en plus, c'est hyper affreux parce que quand il ferme la salle d'urgence, je revois sa tête, et c'est là, je pense, que j'ai pris conscience de la gravité avant même qu'il dise scalpel. C'était pas connecté. C'est ce mot-là qui a fait le déclic. Mais j'ai vu sa tête. Je l'ai vu blanc, limite transparent. Mais je le connais depuis qu'on est gamin. Et j'ai fait, là, il y a un truc qui va pas. Même si c'était pas monté dans mon cerveau, là, il y a un truc qui allait pas, quoi. Bon, après, quand il a dit scalpel, c'était foutu, j'ai compris. Mais ouais. Et en fait, quand il a rouvert la porte, comme notre fils pleurait pas encore, j'ai revu sa tête, si tu veux, et je me suis dit, mais ça va toujours pas, en fait. Et moi, le temps que j'ai l'enfant, oui, d'ailleurs, tu vois, toujours, hein, je dis Ouais. l'enfant, je dis toujours pas mon fils quand c'est dans cette période-là. Le temps que j'ai mon fils, je le vois pas, mon mari, donc je sais pas que ça va mieux, que lui, il a conscientisé, qu'il a pleuré, etc. Y a rien, j'ai rien, j'ai une salle blanche, vide, froide. Voilà, super. Limite, et c'est dur ce que je vais dire, mais c'est vrai, à ce moment-là, je me suis sentie sur un lit de morgue. C'est-à-dire que on m'avait ouverte, hein, découpée comme un poulet, vidée, voilà, bon, comme un poulet, quoi, que Mm. tu vas faire cuire. Et puis bah, je me retrouve là, dans cette salle froide, toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne, hein. À un moment donné, il n'y avait vraiment plus personne. La sage-femme était partie, parce que du coup, elle est allée voir le papa. En fait, elle est allée chercher mon fils et mon mari. Mais j'étais toute seule, de fait. Et donc, je me suis retrouvée. Et puis, avec cette lampe juste au-dessus Ouais, les lampes de du lit, bloc sont pas toujours hyper accueillantes. Mm. ah ben non, et pourtant ils ont fait leur max, vraiment. Je veux dire, ils ont été au top, hein. Mais vraiment, tu te retrouves sur une espèce de lit, t'as des murs blancs autour de toi, mais la salle, et comme c'est dans la pénombre, ça fait limite, moi, dans mon esprit, dans mon imagination, ce qui m'en reste, c'est des murs gris, avec une lampe au-dessus de toi. Je te jure qu'à un moment donné, tu te dis, bah c'est pas possible, esprit criminel, ou sur quoi je suis là, comment ça se passe?
à quelle sauce je vais te bouffer, en fait. Et puis je tremblais, mais tremblais, mais tremblais. Et en fin de compte, au moment où elle ouvre la porte, et ça c'est assez fort dans l'esprit des femmes, je trouve, c'est ce qui est incroyable. Elle ouvre la porte. Déjà, je vois mon mari. Premier effet Kids School, je vois mon mari. Déjà, ça commence un peu à me détendre. Je tremble toujours comme une espèce de feuille, je sais pas à quoi je ressemble, mais comme une épileptique, quoi. Et je le vois qui approche avec notre fils. Et en fait, à un moment donné, comme ils sont suffisamment dans la lumière, je les vois tous les deux, la sage-femme va pour... C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'imaginer, il y a mon mari debout, elle prend le bébé, je la vois qui s'approche de mon torse, et dans ma tête, il y a un punaise de déclic, parce que je veux pas être mal polie, où je me dis, tu arrêtes de trembler. Ça ne peut pas être ta première relation avec ton enfant, ça suffit. Et je m'auto-engueule, tu vois, intérieurement, enfin, une espèce d'auto-injonction intérieure à stop. Ça ne peut pas être ta première interaction avec ton bébé, ce n'est pas possible. Et d'un coup, en un déclic, elle est à, allez, 2 centimètres, le bébé est à 2 centimètres de mon corps, j'arrête totalement de trembler. Terminé. Elle le pose. Au mental. Et une fois qu'elle l'a posé, et ben là, ça fait OK, il est là. Bon, très bien. Et alors? Mais tu te sens toujours pas mère, tu vois, vu comment ça s'est passé, tu te sens toujours pas maman. Tu te dis OK, elle l'a posé, c'est-à-dire que c'est pas elle a posé le bébé, elle a posé mon fils, non, c'est elle l'a posé. Tu sais toujours pas quoi d'ailleurs. Tu n'as toujours pas constitué le truc. Et là, donc du coup, première tétée. Mais alors, elle l'a positionné pas très loin, mais c'est quand même assez bien débrouillé, franchement, seule. Et là, une espèce de révélation, tu sais, genre les films. J'aime beaucoup imager par les films, mais c'est vrai. Tu sais, cette espèce de halo de lumière qui fait ah, tu vois, comme ça. Ah, mais oui, ultime. Et là, je me dis, ok, l'allaitement va faire partie de notre vie. À ce moment-là, je sais pas encore à quel point. C'est à cet instant T que tu t'es dit l'allaitement, ça va être important. Et ça y est, l'allaitement, il y a un truc, ça va faire partie de notre vie, c'est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est pas mis en place aussi simplement que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les démarrages? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, retour en chambre, etc. Première journée, pump up. Je pense que j'étais toujours sous cacheton, etc. Enfin, Ouais. sous les effets Adrénaline. impeccable, pas de problème. La Mayenne un peu têtue parce que nous, la nurserie est centrale. Donc, moins de 9 heures après la césarienne, j'étais debout, cramponnée l'espèce de bac en plastique transparent là. Mhm. Rassurez-vous, mon fils n'était pas dedans. C'est son papa qui l'avait dans les bras. Mais moi, j'étais cramponnée à ça comme une grand-mère à son déambulateur. Et je marchais, je ne sais pas, avec très peu de classe, hein, on va pas se mentir. Et donc, je suis allée jusqu'à la nurserie centrale et où je me suis fait, alors, sermonner, parce qu'elles m'ont pas engueulée, mais sermonner par les sages-femmes, parce qu'en fait, déjà, quand j'ai ouvert la porte, c'est la sage-femme qui m'a fait l'hypnose pendant toute ma grossesse. Elle ouvre la porte, elle me fait, bah, qu'est-ce que vous faites debout? Je l'ai regardée, je suis là. Est-ce que vous croyez sérieusement que mon fils va aller à la nurserie sans moi? Elle m'a regardée, elle fait, mais il y a le papa. Je l'ai regardée, je fais, et alors? Il a une mère. Très aimable, hein, la femme. Hein. Je suis quelqu'un de très aimable, visiblement, sous. Apparemment. En phase d'accouchement, on sent la patience. C'est ça. Donc, du coup, j'y étais et en fait, j'ai fait sauter 2 points. Donc, de là, elles m'ont Aïe. sermonné en me disant si on vous retrouve debout, c'est très simple, on vous attache au lit. Et je l'ai regardé du tac au tac, je suis bah, si vous voulez pas me voir debout, c'est l'échange dans la chambre ou rien du tout. Ah oui, non, mais la dame est très aimable. Hein. La dame sait ce qu'elle veut, puis elle est très aimable, tu vois. Donc, elles ont tout fourni au papa, parce que moi, pour le premier, il a pu rester. Elle a tout fourni au papa, elle a tout. Donc, on avait tout dans la chambre. Première journée, ok. Et puis, 48 heures après, le soir arrive, et là, burn-out total. C'est-à-dire qu'on a une Maïane qui se met à pleurer, doucement d'abord. Mon conjoint qui me dit bah, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et là, je le regarde, je fais enlève-moi ça. Donc mon fils était au sein, et je le regarde, je fais tu m'enlèves ça. Il dit je t'enlève quoi? Et je regarde mon fils et je dis tu m'enlèves ça. Il dit pourquoi? Je dis c'est pas à moi, j'en veux pas. Aïe. Il est mon. Ouais, un baby blues un peu cogné là, à J2. Ah bah, c'est-à-dire que là, tu te prends une claque dans la gueule, hein, je vais pleurer, ne vous inquiétez pas. Tu te prends une claque dans la gueule et puis toi-même, tu réalises pas et tu te dis, mais en fait, bah, j'ai pas conscientisé à ce moment-là que c'était. Alors que pourtant, mon mari me dit, mais si, t'as toujours été une mère dès le départ, puisque tu t'es levée à peine 9 heures après, parce que tu voulais l'accompagner en nurserie. Donc, si tu veux, dans l'esprit de mon mari, j'étais une mère dès le départ, et dans mon esprit à moi, il y a eu une scission où, à un moment donné, je me suis dit, ben non, bah non, en fait, il est là, enfin, il est à l'intérieur de moi, il n'est pas sorti, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont Le sorti, mais c'est rituel de pas ça. passage, c'était pas Ah ben imprimé. non, concrètement, ça ne s'était pas fait, quoi. Et je pense que, ben en fait, bon, mon mari, on se connaît depuis vraiment qu'on est gamin, et c'est ça qui est important aussi dans cette histoire, parce que du coup, très calmement, il me répond, il me dit, oui, d'accord.
tu veux dormir? Et là, je le regarde et je fonds en larmes. Il n'y avait plus rien qui sortait comme il fallait. Et je fais non, mais tu comprends pas, je me. Et il n'y avait pas un mot de cohérence. Hein. Il me regarde, il fait oui, mais tu vas dormir, ça va te faire du bien, tu sais. Et moi, non, mais je peux pas dormir. Alors, faut savoir que dans ma tête, à aucun moment, il était question de donner un biberon à mon fils. Hein. Et donc, en fait, ce qui m'a travaillé pour m'endormir, c'était oui, mais si je te le laisse, qui va le nourrir? Je suis déjà une mauvaise mère, je l'ai pas mis au monde. Si je le nourris pas, comment ça va se passer? Nanana. Et tout ça entrecoupé de sanglots incompréhensibles, bien sûr. Et à un moment donné, mon mari alors je mets des guillemets, hein, vraiment, parce qu'on se connaît depuis qu'on est gosse et que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais il se fâche. Il hausse le ton, en fait. Mais c'est parce qu'il a haussé la voix que mon cerveau a connecté. Il me dit, écoute, maintenant, ça suffit, tu dors. Il avait pas touché à mon fils, hein, il l'avait laissé sur moi, mais voilà. Et entrecoupé de sanglots, je finis par m'endormir. Et alors là, c'est un trou noir. C'est-à-dire que je suis incapable de dire ce qui s'est passé pendant cette nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors qu'on aurait pu me voler mon fils, je ne m'en serais pas rendu compte. Vraiment un trou noir. Et c'est le lendemain, quand les sages-femmes sont entrées dans la chambre, qu'elles ont rigolé parce que moi, je me réveille, je retrouve mon mari qui ronfle à côté, avec mon fils toujours sur moi. Et je me dis, bah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari est à côté, il n'y a personne à côté de mon fils, comment il a été nourri, comment il a été en sécurité, qui l'a tenu, il n'est pas tombé, enfin, toutes les questions qui peuvent te passer par la tête, tu sais. Et là, la sage-femme rentre, elle me dit, ah, qu'est-ce qu'il est formidable, votre mari. Il a géré toute la nuit. Elle me dit, bah, il est là, il était sur le fauteuil qui est à côté de vous, là, il était avec votre fils toute la nuit, c'est lui qui s'en est occupé, qui l'a changé, qui l'a mis au Et toi, sein, t'as dormi. nanana. Ah, d'accord. Et moi, j'ai dormi, quoi. Elle me dit, non, non, mais on lui a demandé s'il voulait qu'on prenne le relais, il a dit non, il n'a pas voulu de biberon, il s'est occupé de vous toute la nuit, de votre fils et tout. Ok, mon mari ouvre un œil, je dis, oh, merci chérie et tout, je lui raconte, il me dit, ah non, mais j'ai rien fait, moi. Hein. Très pragmatique, mon homme, hein, faut le savoir. Il me regarde, il fait, bah non, mais j'ai rien fait. Je dis, bah si, tu l'as mis au sein, tu l'as... Ah non, 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 moi il était sur toi, j'ai juste regardé où il voulait aller, et si vraiment il n'y arrivait pas, je l'ai un peu se positionner, mais j'ai rien fait, moi. Hein. Un papa l'étend dans l'âme, quoi. Ah bah complètement en fait, du coup. Hein. Puis alors lui vraiment, quand il le raconte, pour lui, il n'a rien fait. Non, c'est juste normal. Voilà, c'est juste il a bien remis un petit coussin à gauche, un petit coussin à droite pour pas que notre fils, tu vois, ou sur la césarienne, parce que moi j'avais calé le coussin d'allaitement sur ma césarienne, tu vois, pour pas que j'ai des petits coups, des petits machins. Mais pour lui, sans plus, quoi, vraiment. Hein. C'est bon, oui, bon, non, je l'ai regardé faire. Bon, bah s'il n'y arrivait pas trop, je le descendais un peu, tu vois, histoire de, mais bon. Une fois ces premiers jours passés, il y a eu des difficultés autres ou après, toi, tu t'es remise un peu émotionnellement, énergétiquement, parce qu'en fait, t'étais KO, quoi. Et ben en fait, cette nuit-là m'a fait un bien absolument incroyable. Parce que me suis réveillée le matin, pompelle fraîche comme une rose. Et en fait, c'était parti mon kiki, quoi. Allons-y, allaitons. Donc j'ai gardé mon fils en peau à poil, lui et moi, pendant 5 jours. Parce que moi, je suis restée 5 jours. Et vraiment, ça a été du pot à peau et un allaitement. Facile. À l'époque, je ne savais pas, mais j'étais positionnée en BN. De toute façon, je ne pouvais pas me mettre en vertical, j'avais trop mal. Ouais. Euh, et en fait, je pense que heureusement qu'on a eu ça. Heureusement que j'ai dormi cette nuit-là, parce que c'est à partir de ce moment-là où moi, dans mon ressenti à moi, j'ai commencé à me sentir mère. Et je pense que l'allaitement et le pot à pot ont fait que finalement cette transition hormonale qui a lieu lors d'une voix basse, hein, on le rappelle, il y a un complexe hormonal qui se fait au moment du passage par voie basse qui fait justement cette transition de la naissance à la fois du bébé et de l'état de mère. Mm-mm. Moi, je l'ai reconstitué finalement hormonalement d'une autre façon. Ok. Finalement, c'est les mêmes hormones qui sont en jeu, mais moi, je les ai fait, enfin, avec notre fils, on les a fait travailler vraiment de façon différente. Et c'est cette proximité, cette bulle, le fait que de toute façon, mon chéri faisait videur à l'entrée, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment besoin du sein ou pas, voilà, pour qu'on soit le moins coupé possible. On avait de toute façon coupé un maximum de visites, je crois qu'on a dû en avoir peut-être 2, 3, pas plus, et très courtes. Donc du coup, on s'est pas trop crevé non plus. Enfin, moi, j'étais pas trop crevé avec ça. Et je pense que c'est le fait qu'on était complètement dans notre bulle, mais Mm. complet, qui a fait qu'au final, voilà, ce complexe hormonal a pu se rejouer différemment. Et c'est là où moi, ça y est, j'ai réussi à connecter et à me sentir maman. Et heureusement que l'allaitement s'est bien passé, parce que finalement, j'ai pas eu Ouais. plus de difficultés. Alors j'ai eu mal, oui, les premières 24 heures. Ouais, mais c'est anecdotique, C'est quoi. vraiment anecdotique quand on sait qu'aujourd'hui, qu'en réalité, mes 2 enfants ont des freins. C'est-à-dire que moi, je fais partie des mamans dont les enfants ont un frein et qui n'est pas
restrictif pour l'allaitement, qui n'est pas Mm, mm, embêtant. mm. Et de toute façon, on s'en est jamais aperçu jusqu'à très très tard. Oui, donc c'est que la fonction est OK. Et avoir un frein, si ça fonctionne, c'est pas grave. Voilà, ça fonctionnait très bien. Je pense que le fait qu'on était effectivement en BN, c'est-à-dire en position semi-allongée pour moi et lui sur moi, son ventre contre le mien, etc., ont fait que voilà, ça a bien matché et il n'y a pas eu plus de soucis que ça. Et effectivement, à partir de là, ça a été Un long fleuve tranquille. quasi tranquille parce qu'on a eu d'autres broutilles en cours de route. Enfin, broutilles, c'est pas non plus des broutilles, mais on a eu d'autres soucis en cours de route. Entre autres, on a perdu un membre de notre famille aux 5 mois et demi de mon fils et j'ai dû prendre pas mal de choses en charge au niveau de la famille, voilà, les repas, les choses comme ça. Et bon, j'arrivais plus à avoir le temps d'allaiter, bon, bref, il y a plein de démarches à faire quand quelqu'un de très proche comme ça décède. Et Ouais. voilà, la voisine le gardait, je tirais un petit peu de lait de temps en temps. Voilà, c'était un peu plus complexe que ça. Mais après, en tant que tel, j'ai pas eu de crevasse, j'ai pas eu non. Ouais, ça n'a pas été un combat pour allaiter. Il y a eu 2-3 embûches sur le chemin, mais Oh oui, oui, oui. Puis c'est venu bien plus tard, puisque du coup, moi j'ai allaité mon fils jusqu'à maintenant, il a 5 ans. Hein. J'ai continué à mhm. allaiter pendant ma deuxième grossesse. Sans problème. Pas d'aversion, pas de... J'ai serré les dents les 3 premiers mois. Je peux te dire qu'on a testé le sevrage nocturne, mais ça passait ni pour lui ni pour moi de toute façon. C'était impossible, on avait l'impression qu'on lui coupait un bras. Le pauvre, il se réveillait avec des hurlements. J'avais beau le. Ah là, les méthodes. Je peux te dire qu'on en a essayé, hein, de bercer, de machin, de. Ah là là, on en a essayé plein. Mais t'avais l'impression que tu lui déchirais un bras, quoi. Enfin, Ouais. c'était pas possible. Et toi aussi, on t'a arraché un bras? Ah oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Je crois que la deuxième ou troisième nuit, mon mari. Et pourtant, c'était lui hein, qui me disait qu'on devrait sevrer, etc. Il m'a dit écoute, ça suffit les conneries. Je veux dormir. Donc maintenant, tu donnes la tétée et tout le monde dort. Donc les trois premiers mois, j'ai serré les dents parce que c'était quand même vachement chaud. T'as un sentiment de rejet, ça fait mal. T'as qu'une envie, c'est de balancer ton gosse parce que c'est mentalement. Le contact est pas supportable. Ah non, c'est hyper dur. Mais une fois passé ces mois-là, c'était plutôt cool. Il a fait une grève de tétée vers mes 6-7 mois de grossesse, puis en fin de compte, il s'est pété la tronche. J'ai voulu le soigner, et en voulant tirer mon lait, je me suis aperçue que je mettais 3 plombes et que c'était orange. Donc je me suis dit, ok, je comprends la grève de tétée, c'est parce que je suis passée au colostrum et que ça me plaît plus. Euh, Ah. il a quand même continué à téter. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il faisait il s'est auto-complémenté. C'est-à-dire que comme on avait acheté, feu l'époque où nous pensions donner des biberons, et que je les avais jamais rangés dans un tiroir, tu vois. Un matin, il te lève, il est parti chercher un biberon, une brique de lait, il m'a regardé, il fait Hein Hein Ok. Donc j'ai rempli le biberon avec du lait. Et en fin de compte, il prenait une gorgée de lait, il ne l'avalait pas, il mettait le sein dans la bouche, et là seulement il avalait sa gorgée de lait. Ah. Ah oui, donc il mettait le lait dans la bouche, mais il se mettait au sein pour l'avaler. Ah, Genre, voilà. maman, si tu veux bien reproduire un peu de lait, ce serait cool, parce que là, Voilà. ça suffit cette histoire. C'est sympa, mais ça tourne un peu à sec, tu vois. Mais il a jamais pris le biberon en tant que tel. Oh loulou. C'était vraiment le genre, bon, bah, de toute façon, je connais cet outil-là, il traîne, je joue avec la pâte à modeler, bon, j'ai déjà détouillé 2-3 fois le truc, je sais bien que ça sert à quelque chose. Remplis-moi ça, voilà, merci, t'es gentil, tu bien brave, maman. Maintenant, je vais boire une gorgée, tu t'assois et moi je tète, hein, voilà. Et ça faisait vraiment, tu sais, je mets une gorgée de lait, je fais téter, je mets une gorgée de lait, je fais téter. Trop chou. En fait, il était saoulé parce qu'il y avait plus ce qu'il voulait en lait. Il a tété parce que du coup, ma fille, c'était une césarienne programmée, il a tété jusqu'à 1 heure avant la césarienne. Et il a tété. Écoute, ma fille est née à 13 h, ils sont revenus à 17 h avec le papa, donc à 17 h, première co-tété, ensemble, quoi. Cool. Et la deuxième, enfin, c'est une fille, hein, la deuxième, La on a deuxième, dit. c'est une Comment ça s'est enclenché? Pareil, facile. On la met au sein, ça roule. Alors, avec les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, j'ai un discours mitigé. Mais si je me prends la situation comme je l'ai vécue à l'époque, easy. Franchement, Ouais, dis-nous la situation en tant que maman. nickel, franchement nickel. L'avantage que j'y ai vu moi en plus au co-allaitement, c'est que le grand a vraiment bien stimulé la montée de lait. Donc ça a été hyper rapide, je crois que je l'ai eu très 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 tôt. Il faut savoir que dans les deux cas, et ça je le dis parce que beaucoup de mamans des fois ont peur, dans les deux cas, je n'ai pas senti mes montées de lait. Je n'ai pas eu mal. Rien. Aucune douleur, rien du tout. Oui, c'est pas une fatalité. À part le doublage de ma poitrine, où là tu vois que tu as doublé de volume quand même à un moment donné, et la bouche pleine de liquide blanc de ton enfant, je n'ai eu aucune indication de montée de lait. Enfin, celle auquel on peut s'attendre, quoi.
Ouais, ouais. Pas d'engorgement physiologique, puisque je vous rappelle que la montée de lait, c'est un engorgement physiologique. Pas d'engorgement physiologique, pas de fièvre, rien, rien. D'ailleurs, pour moi, au premier, 5 jours, après 5 jours en sortant de la maternité, la première question que j'ai eue en croisant la dernière sage-femme, c'était mais alors, c'est bon, ça y est, vous avez mal au sein, vous avez eu votre montée de lait? Comme si la prérogative, tu sais, c'était d'avoir mal au sein. C'était d'avoir mal, ouais. Ben non, toujours pas, mais il a repris son poids, donc tout va bien. Donc pour ma Ouais, fille, donc tout roule. rebelote. Pas de douleur, etc. Vraiment, la montée de lait hyper rapide avec le grand qui stimulait. Un peu complexe, peut-être la peut-être pas la première, mais la deuxième tétée pour que mon fils comprenne que, en fait, il a conceptualisé qu'il allait devoir partager, en fait. Ça a été un petit peu le truc un peu compliqué à mettre en place. C'est l'autre. Toujours compliqué quand le premier comprend qu'en fait, cette situation-là maintenant est définitive et que officiellement, il va falloir partager ses parents, éventuellement les tétés en plus. C'est ça. Donc ça a été un peu compliqué. Mais en fin de compte, bon, nous, on est très porté pédagogie alternative, etc. Et en fin de compte, on l'a rendu direct acteur. Enfin, je connais suffisamment mon fils, on le connaît suffisamment pour savoir comment il est. Et le fait de l'avoir rendu, mais je crois à la deuxième tétée, hein, il nous a tapé une crise, oui, enfin, c'est pas une crise, mais en gros, une incompréhension. Il nous a exprimé son incompréhension, voilà, il a râlé, etc. Et tout de suite, je lui ai dit, écoute, bah, c'est simple, ta sœur, elle a besoin du tété de maman, c'est sa seule nourriture au jour d'aujourd'hui. Elle n'a que ça, elle ne peut pas manger comme toi des compotes, etc. Il faut qu'elle boive le lait de maman. Je dis maintenant, toi, il va falloir que tu me dises quel tétou, quel sein de maman tu veux bien qu'elle prenne pour qu'elle puisse manger quand elle a envie. Bon, bah de là, il lui a désigné le droit et lui, il s'est gardé le gauche. Peu importe, j'ai envie de te dire. Et en fait, en le rendant acteur, en le laissant choisir, entre guillemets, on ne me voit pas, mais en le laissant choisir, entre guillemets, quel sein il allait bien vouloir, en bon seigneur, prêter à sa sœur. Alors du coup, c'est passé Ah bah, crème. c'est pas ses crèmes, parce qu'en fait, on l'a remis complètement acteur, et puis du coup, il nous a aidé pour les changements de couches. Enfin, on l'a vraiment impliqué dans les soins de sa sœur. Et, et je pense qu'il a conceptualisé que bah, lui aussi, il pouvait faire des choses et que c'était pas si dramatique que ça, finalement, de partager. Bon, par contre, pendant très très longtemps, ça a été chacun son sein. C'est-à-dire qu'on ne se prête pas le sein. Ah ouais, chacun le sien. Jamais, parce que moi, j'essayais quand même de faire de l'alternance. Je veux dire, voilà, elle avait besoin, la petite, etc. Et puis quand j'étais pas là, voilà. Mais si jamais il voyait qu'elle avait tété sur son sein avant, il fallait que j'essuie mon sein pour que Ah lui ouais, puisse retirer plaisante pas, hein. derrière. Faut pas déconner. Notion de propriété. Ah, Quel âge il avait? écoute, ils ont 26 mois d'écart. Oui, c'est ça, mais 26 mois, la notion de propriété est très présente. Oui, ah oui, complètement. Et puis, quand lui, il a été un peu plus prêt à comprendre qu'il pouvait prêter, ça a été ma puce qui, elle, était là, bah non, mais je prête pas, quoi, tu vois. Donc bon, l'un dans Bon, l'autre, chacun son tour. à un moment donné. Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce. Et moi, tu sais, je les ai laissés se débattre. Tu sais, telle la mère lionne qui voit ces deux lionceaux se dispatouiller, se crapouiller entre eux. Là, moi, je dis, oh, écoutez, allez, débrouillez-vous, hein, voilà. Arrangez-vous, moi je suis assise là, vous me dites quand vous êtes décidé. Là, j'ai les nibards à l'air, débrouillez-vous. Ok. Mais alors, tu faisais quoi avant ta première grossesse? Dans la vie, tu faisais quoi? Est-ce que tu as dû reprendre le boulot à un moment? Est-ce que tu as tout de suite switché Alors sur moi, ton j'ai un boulot parcours actuel? très particulier, puisqu'à la base, je suis éducatrice spécialisée. Ça, c'est vraiment Mhm. le diplôme de base, le métier de base, etc. Ensuite, j'ai été employée familiale, donc où je me suis occupée d'enfants chez eux, dans leur domicile à eux, etc. Ouais. Ensuite, on a déménagé dans la région où on est actuellement, ce qui fait que j'étais sans emploi. Et puis, entre mon fils et ma fille, bon, bah, les besoins sont ce qu'ils sont, hein, je suis retournée travailler. Voilà, et les besoins. Mon fils avait 15 mois, donc c'est le papa qui s'est retrouvé papa au foyer, et c'est moi qui suis retournée travailler. Euh, et T'as tiré ton lait? alors non, j'ai eu la chance d'avoir des horaires assez flexibles qui me permettaient en fait que mon fils ait un cadre. Enfin, je travaillais dans une structure de l'État. Euh, je travaillais dans le milieu de l'armée, mais j'avais la chance de travailler dans tout ce qui est restauration, etc. Alors, dans le milieu de l'armée, mais tout ce qui est restauration, etc. Et je m'étais arrangée avec ma chef qui avait allaité. Et donc, sur mes horaires de pause du midi, en fait, j'avais des horaires découpés. Soit je travaillais de très tôt le matin, donc 6h midi, non, 6h
13-14 heures, un truc comme ça, donc ça tenait le coup. Mm. Vu qu'il était un peu diversifié, ça tenait le coup. Je lui donnais la tétée du matin, je rentrais, hop, on avait la tétée Ouais. à 13 heures. Soit je commençais vers 16 heures et je finissais vers 22 heures, donc pareil, hein, fastoche, tétée avant de partir, tétée en rentrant. Là où c'était compliqué, c'est quand on avait des journées, il y a des journées d'intégration dans l'armée, certaines journées. Mm. Et là, je travaillais de 6 heures à très tard. Et là, par contre, c'était un peu plus compliqué. Donc, quand j'avais des pauses, en fait, vu que c'était pas très loin de mon domicile, mon compagnon montait avec la voiture avec notre fils. Ouais. Moi, je mangeais, mais alors, en un éclair à la cantine. Et puis, j'allais directement dans la voiture et on faisait tété et passait un petit peu de temps avec lui, quoi. C'était parce que tu voulais pas lui donner de biberon, tu savais les éventuels risques que ça peut comporter et du coup tu voulais pas le faire, ou non, c'est juste que c'était votre solution à vous, c'était ce qui vous semblait le plus simple? Ah oui, vraiment, parce que à cette époque-là, j'étais pas du tout formée effectivement sur toutes les interactions que peuvent entraîner la prise d'un autre support de succion que le sein, parce qu'il n'y a pas que la tétine hein, d'ailleurs. Euh, Ça te semblait logique que Ouais, ce soit comme ça, ouais, simplement? c'était possible de se découper, il tenait bien le coup entre chaque, donc il n'y avait pas trop de raison Ok. de se découper. Même si je crois que la première semaine, je crois que j'avais dû laisser du lait, je crois, même pas des biberons, j'avais dû laisser du lait dans un verre, je ne sais plus. Au cas où, quoi. Ouais, au cas où, puis en fin de compte, à chaque fois, le soir, je me retrouvais avec le même lait, donc bon, on s'est dit ça sert à rien, on arrivait à se débrouiller, c'était vraiment pas loin, hein, le boulot, donc on s'est débrouillé comme ça, en fait. Et puis, sa sœur s'étant invitée comme une surprise totale, c'est-à-dire que moi, j'ai appris la grossesse de ma fille, on était à 3 mois quasi révolus. Oui. Donc, oui, on sent Surprise. le rire, tu vois, c'était vraiment pas prévu, hein. J'avais repris un contrat pour une durée bien déterminée. On s'était dit, ok, après cette durée, bah, on s'y remet. Et puis en fin de compte, elle s'est invitée entre-temps. Et alors, c'est cette aversion que tu as eue pendant la grossesse qui t'a alertée? Pas du tout. Parce que Bah alors, tu disais les 3 premiers mois ont été compliqués. alors oui, alors les 3 premiers mois Du moment où tu le savais. voilà, c'est ça, du moment où Donc de 3 à 6, quoi. Ok. du moment où moi je l'ai su en fait. Parce qu'en fait, D'accord. ce qui s'est passé, c'est que on a eu des soucis pour avoir notre fils. Donc moi, j'ai eu un traitement. Et on s'est dit, bon, bah, ça va être la même galère pour avoir un deuxième enfant, donc je ne reprends pas de contraception, ça sert à rien, Et on ça va verra. être la même galère, on verra bien. De toute façon, ça a été galère pendant quasi 2 ans, donc bon, allez, on laisse Et couler. ça, c'est le coup classique. Ah, mais Lâcher prise j'ai plus de totale. Je bras, prends pas ma contraception, on verra. Et boum, c'est ça. bébé. Et puis j'avais pris un contrat d'1 an et demi, 2 ans, je crois, en plus, tu vois, donc on s'était dit, bon, allez, on se laisse ce temps-là, quoi. Et puis au boulot, très fatiguée. Alors bon, il y avait de la maintenance parce que j'avais plusieurs postes, j'étais sur plusieurs postes. Et entre autres, on devait décharger des colis, etc. Et je me disais, oh mais non, mais je suis fatiguée, bon, je dois avoir un truc. Ah, je faisais des chutes de tension, tu sais, je me sentais pas très bien. Puis un jour où je fais quand même un gros malaise. Et là, je me dis, bon, écoute, je dois vraiment être crevée, je dois vraiment être claquée. Puis moi, je suis marche au nucléaire, tu vois. Donc pour que je sois vraiment claquée comme ça, je me dis, bon, je vais quand même aller voir le médecin, il doit y avoir un truc. Donc je vais chez ma médecin qu'on avait depuis qu'on était arrivé. Sa première question, bien sûr, me dit-elle, est-ce que vous êtes enceinte? Et moi, je lui éclate de rire au nez. Et je lui dis, bon, enfin, madame machin, mais, non, mais c'est pas possible, mais pas du tout. Vous savez bien le parcours qu'on a eu, mais n'importe quoi, ce n'est pas possible. Elle me dit, oui, mais à quand remonte votre dernier cycle? Et d'elle-même, elle enchaîne, elle fait, ah, mais oui, c'est vrai que vous avez des cycles bordéliques, on va pas pouvoir se fier là-dessus. Elle me dit, bon, bah, je vous prescris une prise de sang. Oh, moi, oh, bah oui, moi, si vous voulez, je vais vous la faire, votre prise de sang, bien sûr. Hein, n'importe quoi. Et nous, les résultats sont très rapides. Hein, donc, on a eu les résultats le soir. Et donc, le soir, on arrive. C'était la même. Il faut savoir que c'était la même infirmière qui m'avait fait ma prise de sang pour la grossesse de mon fils. Et là, elle me regarde, elle me tend l'enveloppe avec un demi-sourire. Parce que j'étais quand même arrivée en me disant, non, mais de toute façon, c'est pas possible que je sois enceinte. Avec un demi-sourire, elle me dit, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, elle me donne l'enveloppe, je l'ouvre. Et moi, je dis, bah écoutez, je pense que inconsciemment, je dis, je ne comprends pas les résultats. Alors que je sais très bien lire les résultats. Mais elle me dit, bah, il y a marqué que vous êtes enceinte. Et je la regarde, je fais, et du tac au tac, tu sais, mais vraiment, moi, des fois, oh bah tu déconnes. Morte de rire, elle me regarde, elle fait, bah non, pour le coup, je plaisante pas. Là, c'est pas une blague. Mais moi, je suis un peu contente parce que c'est la deuxième fois que je vous l'apprends, mais je sais pas si je dois être contente, comme je l'avais vu moult fois pour mes prises de sang, parce que j'étais, j'étais négative à la toxoplasmose pour mon fils, donc si tu veux, voilà, il y a une espèce quand même,
tu te connais pas, t'es pas copine, mais tu as l'habitude de voir les mêmes visages, si Ouais. tu veux. Donc, un peu embêtée, elle sourit, elle me dit, mais moi, je suis contente, c'est la deuxième fois que je vous annonce une grossesse. Elle me dit, mais après, je sais pas trop. Et genre, je fais, ah, si, mais vous pouvez être contente. Puis dans ma tête, j'étais contente, tu vois. Je dis, oui, vous pouvez être contente. Enfin, il y a pas de souci, tu vois. J'étais contente, machin, je ressors du cabinet. Et puis, mon chéri était derrière moi, il me dit, alors, je dis, bah, je suis enceinte, tu sais. Bon. Puis au moment où je dis, je suis enceinte, et là, je fais, bah, attends, je suis enceinte. Je retourne la voir, je fais, mais je suis enceinte de combien? Elle me dit, bah là, on arrive, on n'est pas loin des 3 mois, presque 3 mois passés, quoi. Je la regarde, je fais, ah, bah c'est pas possible, ça correspond au moment où j'ai pris mon contrat. Ce n'est pas possible. Et vraiment, dans ma tête, il y Ouais. avait cet aspect de, mais à un moment donné, c'est pas possible. Et du coup, ça a remis en cause tout cet aspect professionnel? Non, parce qu'au final, bon, entre guillemets, c'était un métier parce qu'on en avait besoin là tout de suite de manger, mais c'était pas le métier de ma life, tu vois. C'était vraiment un métier, bon, Hmm. tu sens que tu fais ton petit boulot parce que t'en as besoin à ce moment-là, quoi. Et c'était pas un métier de carrière ou quoi que ce soit. Donc non, Donc c'est après ou pendant cette deuxième grossesse que la vie a pris un tournant différent au niveau professionnel pour ouais, toi, du coup. exactement. Exactement, parce qu'au final, j'ai tenu le plus longtemps possible, mais j'ai été très fatiguée. Enfin, moi, j'ai D'ailleurs, je suis typique, c'est-à-dire que pour mon fils, pareil, on l'a appris à 3, 4 semaines, un truc comme ça. Et je n'ai pas de ventre jusqu'à ce que j'apprenne la grossesse. C'est-à-dire que mon fils, on a quand même fait son baptême, où je me revois dire à mon chéri, oh punaise, faut que j'arrête de manger des conneries au boulot, j'arrive pas à rentrer dans mes fringues, quoi. J'étais enceinte, hein, en fait. Hein. Hmm. Déjà pas mal. Et je me revois le dire, putain, il faut vraiment que je me mette au régime, faut que j'arrête de bouffer des conneries au boulot. Regarde, j'avais mis, regarde, je suis toute gonflée, ça me saoule là, faut vraiment que j'arrête. Je suis une grande grignoteuse, une grande gourmande, donc pour moi, tu vois, pas de message d'alerte. Puis effectivement, mon fils n'a absolument pas changé sa façon de téter, rien du tout. Enfin, il y avait rien pour nous mettre sur la piste d'une grossesse, quoi. Que dalle. Juste la fatigue. Ah, juste une grosse fatigue. Et puis, bah, j'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu. Je crois que j'étais arrêtée à 6 mois et demi, un truc comme ça. Mhm. Bon, parce qu'il s'y passait aussi des choses psychologiquement pas top et que je commençais à faire aussi une petite dépression. Et bon, voilà, le médecin a décidé de m'arrêter. Et du coup, voilà, j'ai été arrêtée. Et puis, bah, j'ai fini ma grossesse, voilà, chez moi, avec mon enfant. Sereine. Oui. Mais pas sereine, parce que cette grossesse-là était complexe pour d'autres points. Mon fils, il faut savoir que j'ai eu un hématome placentaire et un décollement du placenta. Donc j'ai dû rester alitée 3 mois. Donc là, c'était des soucis plus physiologiques. Alors même si moi, tu me demandes, tranquille, hein, j'ai vraiment vécu des grosses... Enfin, sauf que ma fille, j'ai vraiment vécu une grossesse... Quoi 3 mois alité? Vous plaisantez, docteur, ou quoi? Je ne peux pas. Moi, je suis hyper active. Hein. Je ne peux pas, je vais faire une dépression. Donc j'étais semi-alitée, je bougeais pas mal. Et de toute façon, dans ma tête, c'était, mais il va rester. C'était à aucun moment, le fœtus, en l'occurrence, Tu lui faisais confiance. ah, mais mais il va rester. Et quand je bougeais, mon chéri, il me rouspétait, puis je me disais, mais de toute façon, s'il doit rester, il restera. Mais il va rester, je sais qu'il va rester. Dans ma tête, c'était acté, hein, c'était ce bébé, c'était pas un autre. Hein. Et effectivement, mon fils est là. Hein, je veux dire, malgré tout ce qui s'est passé, il est là. Et ma fille, ça a été un peu plus psychologique. Alors, j'ai pas nécessairement envie d'en parler, parce que c'est pas forcément envie de... Non, t'es pas du tout obligée. Mais j'ai subi des pressions. Euh, voilà, j'ai pas forcément envie de dire de qui de quoi, mais j'ai subi des pressions psychologiques qui font qu'en fait, moi j'ai voulu avorter de ma fille. À 6 mois et demi de grossesse, j'ai dit si c'est pour que ça ressemble à ça, une relation mère-fille, ce qui en dit long sur les pressions que j'ai subies, j'ai pas envie, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je veux avorter. Et moi j'étais je veux avorter. Hein. C'est-à-dire que pendant 15 jours, j'ai tourné sur je veux avorter. Et pendant 15 jours, mon mari et ma belle-mère, donc la maman de mon mari, ont été là à m'entourer, à discuter. Ma belle-mère me prenait, elle me sortait, on allait se balader, elle m'emmenait à la danse avec elle, parce qu'elle fait des activités, etc. Elle m'emmenait à son club de mosaïque avec toutes ses copines. Alors, j'étais la petite jeune parmi les petites mamies, tu vois, donc j'étais chouchoutée, facile Hmm. le petit biscuit. Je pense que ça m'a aidé à passer outre et à voir que les choses pouvaient se passer autrement, si tu veux. Donc voilà, elle m'a aidé. Vraiment, ma belle-mère, à ce moment-là, était vraiment une personne très clé. Parce que vraiment, elle m'a vraiment beaucoup aidée, quoi. Euh, Hmm. donc, à juste écouter, tu vois, être là, à écouter, à discuter, à me sortir pour que je me change les idées. Ouais, ouais, à t'accompagner. Voilà, mon mari prenait notre fils pour aller faire des grandes balades en forêt, pour que j'ai des moments voilà, où je me mettais dans un bar, etc. Vraiment, euh, voilà, 2 personnes, puis mon fils avec des gros câlins, etc. 3 personnes vraiment piliers à ce moment très précis. Et ça n'a pas forcément été très évident. Voilà, je me mettais dans des états très,
très mal, très rapidement, pour rien, tu vois, un miroir qui je me souviens, mon fils, le pauvre, à l'époque, fait tomber un miroir. J'avais ces armoires miroirs où tu peux ranger tes bijoux dedans, là, et je l'avais tellement attendu, cette armoire, et il l'a fait tomber, il a pété le miroir. Je suis partie dans une il y avait absolument aucune cohérence. Je pense que les hormones étaient dedans et puis tout ce que je vivais. Je suis partie dans une espèce de colère, mais disproportionnée au total. Donc ça a été un peu complexe, ouais. Psychologiquement, cette grossesse était un peu dure. C'est pas des sujets sur lesquels, je crois que c'est la première fois que je m'étends, pas beaucoup, mais finalement je m'étends quand même Mm. dessus. Et c'est la première fois où vraiment j'en parle. Et puis finalement, quand elle a été là, ça a été, dans ma tête, ça a fait un déclic. Mais je suis très con. À quel moment j'ai voulu avorter? Mais enfin, mais, mais quelle idée! Mm. Mais vraiment. Et comme en plus, la césarienne était préparée, etc., j'ai eu un super accompagnement. J'ai eu la même hypnothérapeute que pour ma première grossesse qui a été, mais on a travaillé là-dessus. Quand j'ai eu ce souci-là, très précisément, en plus, au moment où mon fils a fait sa grève de tétée, tu vois, comme quoi ça a des relations. On a tout de suite travaillé dessus. Elle aussi, ça a été vraiment un gros pilier d'ailleurs. Je dis trois, mais non, elle a vraiment joué un rôle hyper important. C'est une sage-femme qui faisait de l'hypnose prénatale. Et on a vraiment travaillé sur ces points, etc., me trouver d'autres repères, voilà, pour considérer la féminité et la maternité. Et est-ce que du coup, un peu de la même façon, l'allaitement avec ta fille t'a permis de, tu vois, de connecter une fois qu'elle était là, vu que ça n'avait pas été facile pendant la grossesse cette fois-ci? Oui, et en même temps, en même temps, j'ai connecté et j'ai culpabilisé cette fois-ci. Parce que je me suis dit, mais à quel moment, en fait, j'ai voulu avorter? Je suis con ou quoi? Mais enfin, c'est la Mm. septième merveille du monde. À quel moment? Et en plus, elle et moi, on a une relation, mais ultra fusionnelle. Faut vraiment le savoir. C'est un truc de ouf, hein. Ma fille, je peux l'emmener avec moi en réunion professionnelle pendant 3 heures, elle ne montera pas, elle restera sur mes genoux. Ou- Bah, comme quoi, ne vous inquiétez pas forcément des ressentis que vous avez sur le moment. Les bébés, quand ils arrivent, Ah oui, oui, oui. parfois nous saisissent comme ça. Et puis si c'est pas le cas, il y a des gens en effet qui sont là pour aider et accompagner les mamans. Ça, c'est voilà, c'est pas trop le sujet de Milkshaker, mais ne restez jamais seul dans un moment comme ça où votre cerveau vous dit des trucs que vous n'avez pas envie d'entendre en plus. Faites-vous accompagner, c'est le meilleur moyen pour sortir la tête de l'eau. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, moi, c'est souvent ce que je conseille aux mamans qui viennent discuter avec moi ou quoi. Je leur dis, mais c'est simple. Si t'as un truc à glisser dans ta valise de maternité, c'est un petit carnet où tu auras noté des numéros de personnes ressources. Si tu n'as qu'un truc à emmener, c'est ça. Des slips jetables, ils en ont à la maternité. Des couches pour les tranchées, ils en ont à la maternité. Ils en ont. Un pyjama, au pire si t'en as pas, ils ont toujours deux, trois trucs, affaires qu'ils ont dans des placards pour dépanner les parents. Il y a toujours ce qu'il faut. T'as pas d'affaires pour ton bébé, des fois ils ont deux, trois trucs dans les placards pour dépanner, t'inquiète pas. Par contre, il n'y aura jamais personne pour te donner le numéro de l'IBCLC proche de chez toi, ou ta meilleure copine, ou ta mère, ta belle-mère, ou peut-être ton kiné, ton ostéo, ton chiro, la personne avec qui tu t'entends bien et qui tu t'es livré pendant 9 mois. Il n'y aura jamais personne pour te filer ce numéro-là, et pour y penser surtout. C'est un petit bout de papier incarné quelque chose, avec les numéros qui sont importants pour toi. À l'heure actuelle, on a les réseaux sociaux qui sont magiques pour ça, donc tout de suite, tu checkes ta liste de réseaux, tu vois la personne que tu as envie, et tu ne restes pas seul, quoi. Surtout pas. Ouais, non, surtout restez jamais seul. Bon, et comment toutes ces expériences de... On a parlé plus que d'allaitement, là on a parlé de, de périnatalité, quoi, de cette période de postpartum aussi, de grossesse, qui ne sont pas toujours des périodes faciles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ton métier, ça tourne autour quasi exclusivement de l'allaitement, finalement? Qu'est-ce qui a fait basculer ça? Alors, en fait, ce qui a fait basculer ça, c'est notre premier enfant. Donc, c'est notre fils. Donc, nous, il faut savoir qu'on est en instruction en famille. Donc, les enfants ne vont pas à l'école. Mm. Donc, on rencontre beaucoup d'autres familles qui accompagnent leur enfant de la même façon. Et puis, on a finalement fait connaissance et, pardon, lié d'amitié avec des amis, où on s'est dit, ah, mais en fait, il n'y a pas d'association dans le coin qui nous correspond, qui nous plaise, etc. Donc, on a monté ensemble une association autour de, voilà, de la parentalité bienveillante et de l'accompagnement positif des enfants. Et puis, de fil en aiguille, quand tu es dans ce genre d'association et de thème d'association, t'en viens forcément à parler d'allaitement si tu veux. Puis comme t'allaites toi-même, il y a les mamans te voient, donc ça se passe, le mot se passe, et puis c'était devenu aussi une asso où finalement on pouvait trouver des ressources d'allaitement. Euh, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je serais incapable, il faudrait que je demande à ma copine. Ah oui, parce qu'on se partage sur 2 villes en fait. Et il y avait plus de demandes côté allaitement dans ma ville, au final.
Donc, ben, moi, je faisais des petits cafés par an. Puis au final, assez régulièrement, on en revenait à parler d'allaitement dans ces cafés par an. Donc, bah, je conseillais 2-3 lectures, les livres qui sont très très bien faits, la Leche euh, L'art de l'allaitement maternel de la Leche. J'avais lu beaucoup celui-là, puis d'autres. Il y a les petits ouvrages de Claude Didier Jean Jouveau qui sont géniaux. Enfin, voilà, Mhm. des petits ouvrages comme ça de ci, de là. Euh, mais à chaque fois, j'avais le même retour. Alors déjà, c'était des parents qui étaient déjà parents, donc pas le temps de lire, pas le temps de se taper un gros pavé comme ça. Ou alors, c'était des parents qui n'étaient pas encore parents et des gros livres qui pourtant sont vraiment top, hein, je le redis sur le fond, etc. Mais sur la forme, faisaient peur. Parce qu'en fait, il y avait tellement tout dedans que ben, Ouais. ça en devenait un peu oppressant et angoissant pour la maman enceinte, si tu veux. Et moi, il faut savoir que j'ai une fratrie de plusieurs frères et sœurs et je me suis dit, mais bon sang, c'est moi l'aînée. Et je me suis dit, mais bon sang, j'aimerais bien que mes frères et sœurs, ils aient accès à toutes ces informations. Mais Mais plus facilement. fait, avant même d'avoir des enfants, ou alors vraiment en début, etc. Mais que ce soit fun, un peu, pas dépoussiéré, mais voilà, quelque chose un peu plus moderne peut-être. On voit que les gens, les livres, n'ont pas trop le temps, etc. Et là, je réfléchis, je réfléchis. Bon, nous, il faut savoir qu'on travaille dans l'informatique, hein. De base, mon compagnon travaille dans l'informatique, etc. On est très, très geek, vraiment beaucoup, trop. Mais c'est pas grave, on le vit bien. Et on se dit, bon sang, mais quel canal, etc. Et puis là, on se dit, bah oui, mais YouTube, en fait. YouTube. Oui, c'est le canal des 15-25. Ouais, allez, YouTube. La première fois que tu fais une vidéo YouTube, c'est plus qu'un coup de pied au cul que tu te mets quand même, hein, parce qu'il faut, c'est pas évident, hein, Ouais. c'est dur. Et donc j'ai eu YouTube avant même d'avoir Instagram, tu vois, pour te dire, pour, à quelques mois près, hein. Et en fait, bah, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, mais pour les vidéos YouTube, j'avais forcément besoin de creuser encore plus les sujets que j'abordais. Et donc, je suis devenue autodidacte, en fait, à me lire des études en américain, à aller chercher, farfouiller, trouver des documents, d'ailleurs, des super documents édités par des professionnels, mais que tu trouves pas comme ça. Enfin, si tu te donnes pas la peine de chercher, tu les trouveras pas, quoi. Ouais. À fouiller le net vraiment. Bon, puis je te dis, j'ai un compagnon qui travaille dans l'informatique, donc pareil, à m'aider à fouiller vraiment le net, à la recherche d'informations qui soient viables, qui soient récentes, etc. Et donc, en fait, de Ouais. fil en aiguille, je me suis formée en autodidacte, si tu veux. Euh, donc après, Ouais, tu t'es formée au gré des découvertes que tu as faites les unes exactement. après Bon, les après, autres. moi, j'avais aussi mon bagage éducatrice spécialisé et moi, j'ai fait un bac sciences médico-sociales. Donc, j'avais quand même des notions derrière de chimie, etc., qui m'ont quand même pas mal aidé à comprendre tout ce que Ouais. je dis, tu vois. Puis après, dès que tu comprends pas, bah, tu recherches ce que tu comprends pas. Donc, ça m'a aussi amené à faire des recherches beaucoup plus chimiques, organiques, pour vraiment comprendre tout ce que je lisais, si tu veux, hein, Mm, comprendre mm. telle molécule, bah, faut savoir comment elle se compose, c'est quoi son écriture chimique, enfin, le tableau périodique, tu remets t'as l'impression de refaire des études, hein. Vraiment, quand tu le fais en Ouais. autodidacte, faut y aller, quoi, hein. C'est pas si simple que ça, quoi. Et alors aujourd'hui, du coup, donc cette chaîne YouTube, elle est là pour informer les parents. C'est- Euh, Ton rôle à toi, tu dis que tu es facilitatrice d'allaitement. Euh, quelle va être, tu vois, la différence pour que les parents comprennent bien entre toi, qui est pro mais sans être pro, tu vois, IBCLC, etc. À quel moment on s'oriente vers toi et à quel moment on s'oriente vers une IBCLC? Alors, la différence entre des IBCLC, des personnes qui ont, alors je dis personnes parce que je sais qu'il y a des hommes, qui ont le diplôme interuniversitaire de lactation humaine ou d'allaitement maternel, toutes ces personnes-là, c'est que, premièrement, je ne suis pas professionnelle de santé. De un. Je suis plus professionnelle sociale, mais je ne suis pas dans la santé. De Mhm. deux, je ne donne pas de consultation. Et c'est là le point important. Moi, je ne donne pas de consultation. Ouais, donc tu fais pas de cas par cas. Je peux à la limite répondre à des questions très basiques comme qu'est-ce qu'un pic de croissance, enfin, des choses que je fais, voilà, Ouais. des trucs très classiques. Mais C'est de l'accompagnement maman à maman, ça même. voilà, mais quand je sens qu'une maman va avoir besoin d'un accompagnement spécifique, mon rôle à moi, c'est d'avoir un gros carnet d'adresses et de dire, ok, t'habites où? Là, et ben voilà, dans telle région, je connais tel professionnel, tel professionnel, tel professionnel. Si je connais pas d'IBCLC dans la région, mais admettons, je connais une ostéo, un chiro qui est un peu formé à l'allaitement, etc., puis je dis, bah, écoute, prends déjà rendez-vous avec cette personne-là. Peut-être qu'elle, dans sa région, elle est en contact avec quelqu'un qui saura t'aider sur l'allaitement. Il y a l'annuaire de la FCL qui est extrêmement bien fait. Et aujourd'hui, en plus, du coup, j'ai mis le pied dans les formations professionnalisantes.
Donc, je rencontre forcément de plus en plus de collègues qui reconnaissent aussi la valeur de mon travail, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très drôle aussi. Qui reconnaissent aussi la valeur de mon travail, etc. Et du coup, ben, j'ai leur carte de visite. Voilà, moi, mon rôle, c'est d'avoir un gros carnet d'adresses. En gros, je suis un peu le pansement, si tu veux. Voilà. Euh, je vais apaiser les mamans, les rasséréner, oui, je comprends, écouter, etc. Et puis, au moment... Des fois, juste, elles ont besoin de parler et ça Oui, parfois c'est juste ça et ça suffit. et parfois, on tombe sur du cas un peu plus pratico-pratique, auquel, au final, moi, de par mes formations, j'ai la réponse, mais de toute façon, je ne veux pas, déjà, faire de consultation, et donc je les renvoie vers les collègues que j'ai dans mon carnet d'adresses, quoi. Ok, ouais, donc en fait tu fais le pont, tu fais le lien, t'es entre la maman et le pro que tu n'es pas et tu fais le lien entre les deux pour informer au mieux les parents. Exactement, parce que du coup, dans mes formations, je suis amenée à faire des formations, et je vais être amenée à faire des formations beaucoup plus professionnalisantes, mais je ne souhaite pas, pour l'instant, c'est pas mon souhait, je ne souhaite pas m'installer pour faire des consultations. Ok. C'est pas pour le moment, C'est pas ton objectif. en l'état des choses, c'est pas mon objectif. Même si je kiffe faire ces formations professionnalisantes et que je suis très contente d'avoir les certifications que j'ai et que je vais avoir au fur et à mesure. Mais pour le moment, m'installer moi, non. Alors en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne correspond pas à l'heure actuelle à la vie qu'on souhaite mener. En fait, nous, on est en instruction en famille et notre idée, c'est de voyager avec nos enfants. Donc m'installer. Oui, donc c'est pas compatible avec une installation en libéral. Eh ben non, du coup, c'est pas du tout compatible. Donc, je ne dis pas que je ne le ferai pas. C'est juste que au jour d'aujourd'hui, c'est pas le souhait que j'ai pour notre vie de famille aussi. Je vais en acquérir les compétences. J'en ai déjà un bout de compétences. Je vais en acquérir d'autres, mais c'est pas ce que je souhaite pour l'instant. Et en plus de ça, je n'ai pas envie. Je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues, mais elles le savent. Je n'ai pas envie de me formaliser dans un carcan d'une profession particulière, quelle qu'elle soit. T'as envie de toucher à tout, que ce soit Voilà, pas de point de parentalité, vue. allaitement, en fait, t'as envie de rester... Non, c'est même pas forcément parentalité. Je vais expliciter. En fait, pour moi, l'allaitement, et quand tu es facilitatrice d'allaitement, quand tu fais de la vulgarisation, surtout quand tu fais de la vulgarisation, c'est surtout ça, tu t'aperçois que tu ne peux pas voir un sujet par un seul prisme. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, je fais des formations dans l'allaitement, mais je ne fais pas que des formations dans l'allaitement. Je fais des formations en anthropologie, en sociologie, en pédiatrie, en ethnopsychologie, en ethnopathologie. Tu t'aperçois en vulgarisant que tu ne peux pas voir l'allaitement, surtout quand tu fais de la vulgarisation, c'est surtout ça qui est important. Surtout quand tu fais de la vulgarisation, tu ne peux pas te contenter de voir l'allaitement par un seul biais. Parce que tu vas avoir des mamans métisses, parce que tu vas avoir des mamans d'une origine ethnique, d'une culture, d'une religion particulière, qui font que dans le contexte, en vivant dans le pays où nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, qui est la France pour moi, euh, il y a des choses qui vont se jouer, qui vont se répercuter sur leur allaitement, qui ne va pas nécessairement être de l'ordre de la mécanique de l'allaitement. Ouais, donc toi, t'essayes en fait de te former au maximum pour essayer de savoir regarder du prisme duquel les gens regardent eux, c'est ça? Exactement. Ça m'est arrivé d'orienter des mamans, de par mes études éduques, du coup j'ai aussi un autre carnet d'adresses qui est très pratique, ça m'est arrivé d'orienter des mamans vers des ethnopsies. Parce qu'elles étaient en scission complète entre leur culture d'origine, et elles étaient en pleine acculturation, et elles étaient en scission entre leur culture d'origine et le fait d'être en France et d'être une maman en France qui allait en France, avec Ok. des choses qui se sont vues vraiment très particulières. Et au final, j'aime bien raconter cette histoire. Par exemple, j'ai une anecdote, si on a le temps, d'une maman que j'ai rencontrée. Son mari était malgache, elle française. Pourtant, elle française, hein, mais son mari malgache. Des problèmes d'allaitement, à plus savoir qu'en faire, à faire visite d'IBCLC sur visite d'IBCLC. Et puis, un jour, je les vois en café parents. Et puis, je leur dis, mais vous, monsieur, vous êtes quelle origine? Bon, sachant que j'ai les mêmes, je m'en doutais. Il dit, bah, je suis malgache, etc. Je dis, ah oui, mais du coup, votre famille à vous, elle est où? Ben, dis-moi, elle est à Madagascar et tout. Je dis, mais ça se passe comment, l'allaitement à Madagascar? Il me dit, oh, bah, nous, on allait, enfin, c'est culturel, c'est ancré, il n'y a personne qui te regarde de travers si t'allaites dans la rue, enfin, c'est pas de souci, quoi. Je dis, d'accord. Je dis, mais vous avez déjà emmené votre femme à Madagascar? Parce qu'en fait, elle, en France, pas de soutien, rien, si tu veux. Rien, elle était toute seule. Et je dis, mais vous avez déjà emmené votre femme à Madagascar, etc. Alors, il s'avère qu'en plus, ils avaient un métier où ils pouvaient voyager. Ils étaient dans l'humanitaire et ils allaient régulièrement à Madagascar. Mais en fait, ils n'emmenaient pas leur enfant pour des questions de vaccins, etc.
Donc, de là, l'idée est semée, la graine est semée, tout ça. Et je les revois un peu, je sais plus, quelques temps plus tard. Et puis, on rediscute et tout. Et puis là, ils me disent, ah, mais ça y est, on est allés ensemble tous les trois à Madagascar, machin et tout. Je dis, ah oui, c'était bien le voyage. Puis sans repenser à l'allaitement. Elle me dit, mais depuis que j'ai voyagé là-bas, mais l'allaitement, c'est super. Et là, je la regarde, je dis, ah. Je dis, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui... Elle me dit, ah bah, je suis arrivée là-bas, je suis arrivée dans la famille de mon compagnon, toutes mes belles-sœurs étaient en train d'allaiter, en fait, elle s'est assise au milieu de ses belles-sœurs, et puis, comme tout le monde allaitait, et puis ses belles-sœurs sont venues lui apporter un petit coussin à gauche, un petit truc à droite, et vas-y que je te sers le thé, et qu'on papote, et qu'on machin, on a le sein à l'air, le bébé s'en va, il va jouer, il revient, et en fait, ça s'est résolu. De l'importance de la normalisation de l'allaitement. Et puis de l'imprégnation, en fait. Tout simplement. La mère et l'enfant à ce moment-là se sont retrouvés dans une imprégnation culturelle qui a fait que ça a complètement facilité les choses. Là où elle enchaînait des rendez-vous en France. Ouais. Alors du coup, tu donnerais quoi comme conseil à... C'est quoi ton meilleur tips pour une maman qui voudrait allaiter et qui te demanderait un conseil? Tu lui dirais quoi? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Une maman qui veut allaiter, Enfin, une famille qui veut allaiter. en fait, c'est de ne pas se poser de questions. C'est la plus dure, mais c'est de ne pas se poser de questions. De ne réellement pas se poser, c'est-à-dire strictement aucune question. Vraiment. Ok. Vraiment. À la limite, ton mari va lire, mais toi, non. Toi, tu te centres sur ton ventre, sur ton bébé, sur ton ressenti, tu te connectes à toi-même au maximum. Dans ta vie à toi, ça a changé quoi l'allaitement? Ah bah, au jour d'aujourd'hui, un peu tout quand même. Tout. Bah oui, Ouais, on l'a que ce compris. soit professionnel ou même dans ma vie de maman, tout, enfin je veux dire, tout a changé. Notre vie, maintenant, elle tourne autour de l'allaitement, même si mes enfants s'arrêtent de s'allaiter, de s'allaiter. De s'allaiter. Ils s'allaitent entre eux Ah oui, maintenant. même s'ils arrêtent d'allaiter, je veux dire, notre vie est telle qu'aujourd'hui, c'est au-delà de l'allaitement de mes enfants, la thématique de l'allaitement est devenue une passion, et c'est devenu une passion de laquelle je vis en plus de ça. Donc ouais, ça a vraiment littéralement tout changé. Donc là, les allaitements sont tous les deux toujours en cours. Ouais. Est-ce que tu imagines une date de fin? Est-ce qu'on continue comme ça sans se poser cette question justement? Alors moi du coup j'ai pas de date de fin et surtout quand en plus voilà moi de par mon travail de vulgarisation je sais aussi comment ça se passe dans d'autres ethnies etc. Typiquement dans les peuples mongols on peut allaiter jusqu'à 9 ans hein. Donc moi ça me choque pas. Euh, et puis non je laisse mes enfants faire au final parce que tu vois mon fils qui va avoir 6 ans peut-être encore du coup. Mais vraiment, l'allaitement d'un bambin n'a strictement rien à voir avec l'allaitement d'un bébé. Euh, je peux pas donner d'âge parce qu'il n'y a pas d'âge spécifique, mais je trouve qu'après le pic de croissance des 2 ans, et alors ça il est tellement mal connu celui-ci, mais après le pic de croissance des 2 ans, les choses changent. Ça change tout doucement et on sent que l'enfant prend de l'indépendance et plus il est indépendant, moins il va téter. Moi, il y a des fois où maintenant, même ma fille de 3 ans, s'ils passent la journée avec leurs cousins ou quoi, mais je les vois pas, quoi. Où je me rappelle alors, enfin, il se rappelle à mon bon souvenir, arrivé le soir quand il faut aller au lit, tu vois. C'est vraiment, oh, bah, j'ai pas tété de la journée, tiens. Ou quand il y a un bobo dans la journée, ou voilà, quand il y a une forte émotion pour ma fille, surtout. Mais, Oui, les bambins ne restent pas accrochés au oh sein non, nécessairement toute la journée. pas du tout. Allez, je crois que mon fils, on est à 6 ans, on est sur peut-être de temps en temps et pas tout le temps, une tétée la nuit. Enfin, pour s'endormir au moment de l'endormissement. Et encore, il ne la demande pas tout le temps. Hier soir, il s'est endormi tout seul. Tu vois, c'est vraiment, ça devient très sporadique. Hein. Donc, ouais, c'est. Et en fait, je m'aperçois dans l'allaitement long, et les mamans qui mènent vraiment un allaitement long euh, vont peut-être me rejoindre là-dessus. On s'aperçoit que les enfants têtent, en fait, à des moments clés que toi, tu ne perçois pas tout de suite. C'est-à-dire un pic d'apprentissage, le langage, la marche, apprendre à compter pour mon fils, conceptualiser, il n'y a pas très longtemps, il a conceptualisé tout le fonctionnement d'une éolienne avec le parcours électrique, etc. Et ça lui a demandé beaucoup de réflexion pendant longtemps. Ben, c'est une période où il a beaucoup tété. Voilà, en fait, Pour se rassurer, en ouais, quelque on sorte. s'aperçoit qu'ils... Mais c'est exactement ce qu'ils font. Ils reviennent à leur base, ils viennent reprendre de Exactement. l'énergie. Ils reculent, finalement, ils reviennent à des espèces de tétées très intensives, etc., pour finalement refaire un bond. Et en fin de compte, on s'aperçoit que l'allaitement, mais je crois que la vie en général pour tout le monde, hein,
qui ne fait pas ça avec son amoureux ou sa famille, de revenir à un moment donné où ça va pas, où il y a des trucs qui travaillent, même si c'est des trucs qui vont finir par du positif, il y a des trucs qui travaillent, et ben on revient à Ce qui est notre base. rassurant à la base, à la solidité. Finalement, tout ça pour finalement, on forme une chrysalide pour finalement mieux se redéployer derrière, quoi. En Hmm. fait, quand on fait un allaitement vraiment long, on s'aperçoit que c'est beaucoup ça. Et même aujourd'hui, mon fils a 6 ans, quand il y a des périodes où il a besoin de téter ou quoi, je m'aperçois que c'est soit c'est le soir où il y a eu une journée vraiment très longue, très compliquée, etc. Euh, soit c'est vraiment, ouais, il y a un truc qu'il travaille, moi je sais pas quoi. En général, je ne sais pas quoi, et d'ailleurs je ne comprends pas, parce que finalement, ce qu'il y a, et ce qui est compliqué pour les allaitements longs, mais même les allaitements en général, hein, on a du mal à comprendre ces espèces de périodes où l'enfant va se mettre, le bébé comme l'enfant va se mettre à téter de façon complètement anarchique, énormément et tout. On se dit, mais je ne comprends pas. C'est pas un pic de croissance, parce que ça correspond pas au fameux 3, 6, 9, 12 heures, Hmm. semaines, mois. On peut le coller aux années maintenant, je le sais. On se dit, ah bah non, ça correspond pas à ça. Mais non, il marche pas encore. Mais non, il parle pas. Je comprends pas. Mais en fait, c'est tellement dans leur tête et c'est tellement invisible pour nous que nous, on ne comprend pas. Mais si on les laisse faire et qu'on les laisse aboutir à ce qu'ils ont besoin de faire, on s'aperçoit qu'à la fin de cette période, il y a un truc qui sort. Il y a un truc. Ça peut être savoir compter jusqu'à 10, ça peut être une nouvelle syllabe quand ils apprennent tout juste à parler. On sent qu'il y a un nouveau son, une nouvelle mimique qui est arrivée. Hmm. Ça peut être, on finit par le voir. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre en amont, sauf une fois qu'on a compris le truc, mais on a quand même du mal à le comprendre en amont, parce qu'on se dit, mais il n'y a rien qui justifie, à mes yeux, Ouais. moi, visuellement, en dehors de son cerveau, je suis pas dans son cerveau, il n'y a rien qui justifie qu'il soit comme ça, autant collé à moi, ça m'agace, nanana. Et nous, en plus, on peut avoir ce sentiment de rejet parce que c'est pas visible. En tant On comprend une fois que c'est fini. C'est un peu comme les dents. Tu sais, ils sont que ronchons, machin, et en fait, tu comprends pourquoi ils étaient ronchons une fois qu'elle est dehors, et tu fais ah bon bah c'était ça, mais avant ça, exactement. Et ça ça, peut durer des mois. le truc, c'est que bah, nous, en tant que maman allaitante, parfois, moi, ça m'est arrivé de perdre patience, où je me disais, mais j'en peux plus, j'ai les seins en feu, quoi, lâche-moi, j'en peux plus, j'ai mal, tu passes la nuit complète, la journée complète, j'ai pas de crevasse, mais tu sais, c'est le syndrome, j'appelle souvent ça le syndrome des lèvres sèches en hiver, tu sais, quand tu te mouilles les lèvres, et puis plus tu les mouilles, plus de toute façon tu vas les assécher, et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus l'enfant t'aide, plus t'as l'impression que t'as les seins qui sont rêches comme une vieille toile de jute, et t'as super mal au sein, sans avoir de crevasse ni rien, tu sais, et finalement, c'est là où moi j'ai des coquillages allaitement, et je m'en sers dans ces cas-là, parce que je mets un peu de lait au fond, je mets les coquillages au frais pour qu'ils soient bien froids, tu vois, je mets un peu de lait dedans et je me les colle Ouais. la journée, et je respire parce que j'en peux plus de cet été intensif, Hmm. tu vois. Et Mais maintenant, t'as compris qu'elles étaient là pour une bonne raison. voilà, après tu comprends qu'elles sont là pour une bonne raison. Et quand t'as 2 bambins à l'été, ce qui est très drôle, c'est que ma fille qui vit ces périodes au jour d'aujourd'hui, et des fois, même si je le sais, tu râles, hein. Enfin, je veux dire, t'en peux tellement Ouais, ouais. que ça te dépasse et tu râles. Ça enlève rien au fait que Et c'est ben, pas toujours très je prends agréable. mes coquillages, je les mets dans le frigo et me les amène. Et ça, je trouve ça tellement adorable. Trop Mais, chou. mais tiens, maman, regarde, ça va aller mieux, elle pourra continuer à téter après. C'est génial. C'est juste la piscine, quoi. Ils sont trop Dans le cute. festival, tu fais, ah, ok. Et puis là, tu dis, bon, je vais arrêter de râler, en fait. Elle y peut rien. Mais dans ton fort intérieur, tu râles. Je peux te dire que des fois, c'est dur. Ouais, ça enlève rien. Même aussi normal que ce soit, ça enlève rien à la difficulté sur le moment de Ben le oui, vivre. parce que t'es pas forcément raccord, puis il commence à être plus indépendant, donc toi tu te dis que tu peux faire plus de choses, il y a une espèce de décalage entre les besoins encore de ton bambin qui finalement reste un bébé, quelque part, hein, il a encore besoin de Ouais. tout ça, et de toi où chacun acquiert de plus en plus d'indépendance, donc tu te dis ouais, je vais pouvoir faire plus de trucs, surtout quand t'es hyperactif comme moi, et là tu te retrouves bloqué pendant 3 jours à faire des tétées intensives, et tu te dis mais je veux moi continuer à avancer et à être autre chose qu'une maman allaitante, et voilà. Ouais. Ouais, mais lui, il veut compter jusqu'à 10 dans 3 jours, donc C'est ça. Il n'est pas encore, il est arrêté à 9, donc voilà. tant qu'il est pas à 10, il tète. Ok. Bon, Maïane, avant de se quitter, je te fais passer à l'interview Fast Milk. Allez. Maïane, quelle est ta tétée la plus insolite? Alors la plus insolite du ever que j'aurais jamais vécu, c'est pas très glamour, c'est mon fils qui, apprenant à faire caca aux toilettes, voilà, comme quoi Ouais. ça va dans ce qu'on venait de dire juste avant, s'est retrouvé un jour constipé parce que du mal encore à faire sur ces fameuses toilettes, c'était encore un peu compliqué de lâcher quelque chose de son corps, en Yes. pleurs et en crise totale, et je me revois, c'est-à-dire que nos toilettes sont coincées entre un mur et une baignoire.
Mhm. Je me revois avec un pied sur la baignoire, un pied sur le mur, en fait, en faisant le pont au-dessus de mon fils, les seins au-dessus de sa tête pour qu'il tète en faisant caca. Waouh, tu nous feras un dessin? Ah, c'était... Mais tout ça pour qu'il arrive à téter en étant rassuré, parce que là, c'était pas Ouais. cool et Dévouement maternel. ah beh, voilà, c'est vraiment je crois que c'est celle qui dépasse. Elle est pas mal. Ah Elle est pas mal. Je suis pas sûre qu'on me la ressorte un jour. celle-là, c'est vraiment la plus insolite, franchement. Elle est parfaite. Alors ça va peut-être être la même, mais si tu me trouves autre chose, le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Bon, du coup, on va partir sur du glamour mignon. On va faire comme ça. Allez, vas-y, faisons du vrai glamour alors. Vraiment, le truc le plus glamour dans le sens du love en bar, euh, c'est les enfants. Et même encore aujourd'hui, quand ils têtent tous les deux en même temps, qui se font des papouilles. Mais alors, c'est plus des papouilles. Ils se couvrent littéralement de caresses l'un l'autre en même temps qu'ils font téter ensemble, quoi. Et ça, Oh, les ça vaut chouchous. tout l'or du monde, quoi. C'est incroyable. Oh, trop chou. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Ah bah clairement, aujourd'hui je sais que ça porte un nom, bien que ce ne soit pas qu'une position, mais bon bref, le biological nurturing, le BN, le fait d'être, Ouais. bah en fait, moi j'aime bien plutôt l'appeler la position Netflix, tu vois, c'est Netflix and chill. Au-delà de parler du BN, parce que le BN c'est vraiment pas qu'une position, puis bon, je suis accompagnante BN, donc vraiment Ouais. c'est quelque chose que je défends, c'est plutôt parler de confort. C'est Hmm. trouver the position où vous êtes confortable, limite les enfants têtes, vous pourriez vous endormir sans danger pour personne. Et Ouais. moi, elle correspond vraiment à la position Netflix, quoi. C'est pépouze dans le canapé, une plaquette de chocolat, une tisane, les enfants à côté, et je mate ma série, et tout le monde est tranquille, quoi. Et les enfants Ok. adorent de même cette position, parce que quand je suis trop verticale, ils me poussent vers l'arrière. Maman, t'es mal installée là. Tu vas avoir mal au dos. Regarde, allonge-toi. C'est ça. Si en un mot, Mayanne, tu pouvais me résumer ton allaitement ou tes allaitements? Alors, en un seul mot, ce serait T'as le fleuve. droit à 2 mots si tu veux. Ce serait fleuve, si je choisissais qu'un seul mot. Fleuve? Ouais. Pourquoi? Parce qu'un fleuve, il est jamais pareil à tous les endroits de son chemin. Il y a des endroits où il va être très calme, il y a des endroits où il va être très tumultueux, il y a des endroits où ça va être le bordel total. Et puis finalement, il aboutit toujours à la mer, et la mer, c'est toujours magnifique à regarder. Oh, c'est beau. Il aboutit à la mer, M-E-R, M-E-R-E. Ok, on se quitte là-dessus. J'arrête. Merci beaucoup, Mayanne, pour cette jolie description de l'allaitement. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui se reconnaîtra là-dedans. Ben de rien. Ok, bon ben voilà, c'était un épisode intéressant, à mi-chemin entre la maman et la facilitatrice d'allaitement que Mayanne est devenue suite à ses expériences. Merci beaucoup de t'être livrée à nous. Et puis voilà, si vous voulez papoter avec Mayanne, qu'elle soit votre facilitatrice d'allaitement, qu'elle vous conçoive un bijou avec votre lait pour avoir un souvenir de votre allaitement et voilà et tout ce qu'elle fait et ses vidéos YouTube, etc. Connectez-vous. Moi, Milkshaker, on fait beaucoup de la communication sur Instagram, mais donc connectez-vous par le compte Instagram et puis vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin derrière sur le compte à pas de moi. Moi, M-O-A, et pas M-O-I. Et voilà, je vous remets ça de toute façon dans la description. Mille merci Mayanne de t'être confiée à Milkshaker et puis peut-être à bientôt pour un nouvel épisode. Hein. Qui sait, peut-être qu'on n'a pas tout dit. Un gros merci à toi pour ce temps passé ensemble. Et puis, oui, à bientôt peut-être alors. Ouais, c'était un plaisir. Merci Mayanne et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Au revoir tout le monde. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know your hate. When you say it's getting loud, the voices in your heart
get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere, and you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.